Bienvenue à tous dans cette table ronde organisée par Nathan et Léa.fr. Si vous nous regardez le mercredi 12 octobre à 17h, c'est que vous nous voyez en direct et vous pouvez nous proposer des questions. Vous pouvez nous les proposer au fil de cette discussion. On me les transmettra et je les poserai aux participants d'ici une petite heure. Bien que j'ai beaucoup de questions moi-même, mais je me retiendrai. Nous allons parler d'un documentaire qui passera le 18 octobre sur France 2 en prime time et d'un livre, Grandes et petites histoires de l'école, du singulier au pluriel. Et je crois que ça définit un arc très, très important qui court tout le long de ce travail et du documentaire et du livre, du singulier et du pluriel, des histoires individuelles, personnelle, pleine d'émotions, et puis une grande histoire qui est tout aussi pleine d'émotions, qui crée du lien, mais aussi des débats, parfois même du conflit. Dans ce travail, il y a beaucoup de témoins, et c'est un vrai bonheur de les entendre, un mélange de personnalités qu'on connaît, qu'on reconnaît, et puis des anonymes, des gens qui travaillent dans l'éducation, et puis d'anciens élèves, ce que nous sommes tous. Ça aussi, ça fait du lien. Cette expérience que nous avons traversée, même si ces expériences sont extrêmement variées. Et donc, ce travail, ce texte, par exemple, nous donne à penser sur à la fois notre expérience au passé, au présent, parce qu'on vit aussi l'école au présent, par exemple en étant parent d'élèves, de l'école, et notre rapport avec cette grande institution française qui a construit la nation, qui en France est une expression très politique de l'État. Je n'ai pas parlé beaucoup plus longtemps. Je vais vous présenter les participants à cette table ronde. À ma droite, tout de suite, Karl Aderold et Françoise Davis. Vous êtes les co-auteurs du livre et de la série documentaire de France 2, Histoire d'une nation à aborder la question de l'immigration, la question de l'amour et maintenant la grande question de l'école. Peut-être que vous avez fait le tour de tous les sujets importants maintenant, ou peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'école. À vos côtés également, Jean-Paul Delahaye. Bonsoir, bonjour. Il est 17h, c'est entre les deux. Inspecteur général de l'éducation nationale honoraire et tant d'autres choses. On vous entend raconter votre parcours. Dans le documentaire, on peut vous lire et c'est extrêmement intéressant. On y reviendra. À vos côtés, une enseignante, Estelle Brénéol. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous enseignez les lettres et l'histoire-géographie en lycée professionnel, parce qu'en lycée pro, on enseigne les deux. Vous êtes également formatrice. C'est important de parler du lycée professionnel. Et à l'extrémité de ce qui n'est pas une table ronde, mais un randonnion, nous avons Edoui Plenel. Vous êtes journaliste. J'aime bien comme présentation, c'est modeste, c'est pas trop compliqué. Vous avez suivi les questions scolaires. On va également en parler. Vous êtes auteur en particulier d'un ouvrage intitulé « La République inachevée » qui parle d'éducation et d'école. Mais tout d'abord, première question, parce que aujourd'hui, on va parler beaucoup de ce livre donc, qui est publié chez Nathan. Pourquoi passer du documentaire à une forme écrite qui est forcément un peu plus déliée, un peu plus expliquée, un peu plus longue? Quelle était pour vous la plus-value de la version écrite, de la version à lire de ce travail? Qui veut commencer? Karl ou Françoise? Françoise. C'est la question d'être le mot média, moi j'aime bien, quoi. Donc nous on est vraiment média au sens noble. Et donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pour construire ce projet sur l'histoire et puis la nation, on a d'abord beaucoup Karl et un peu moi travaillé sur les livres d'histoire, donc l'histoire de l'école. Et puis on s'est appuyé sur on a beaucoup interrogé Jean-Yves Rochex, qui est là, qui est chercheur en sciences de l'éducation, et puis on lui a posé plein de questions sur qu'est-ce que c'était que le projet de Ferry, qu'est-ce que c'était que le projet de Jean Zay, comment on peut résumer le plan Langevin-Wallon en 2 phrases et que ça soit juste. Et puis voilà, donc on a passé beaucoup de temps avec lui. Moi j'ai beaucoup discuté avec Annick Davis, qui est pas seulement ma mère, mais qui est aussi qui a une expérience de dizaines d'années d'enseignement et puis de recherche aussi sur la question de comment les enfants, les filles, les garçons, les élèves apprennent. Et puis aussi, on a été voir des témoins, beaucoup de témoins, comme vous l'avez dit.
Et on les a interrogés des heures et des heures. Ouais. Donc des heures et des heures, ça ne se met pas dans un film. Par contre, ça permet de faire un champ commun, en tout cas une histoire commune. Et c'était ça notre objet, c'est d'arriver à faire une histoire commune, une histoire en effet qui dise que la grande histoire, elle influe sur nos destins. Et l'école, c'est quand même la question du destin de chacun. Et puis en retour, qu'on a des choses à dire chacun sur l'histoire générale. Et donc ça, c'est une matière fabuleuse qui évidemment ne se résume pas à un film. Le film a l'avantage d'être dynamique, de, encore une fois, faire du commun, c'est-à-dire d'être regardé tous ensemble et que tout le monde peut comprendre. Et puis c'est pour ça que c'est en prime time et que c'est très important que ça soit en prime time, c'est-à-dire qu'on partage une histoire commune qui n'est pas forcément la belle histoire qu'on raconte de ci, de là, qui est une histoire aussi brutale et... fait d'émancipation et de brutalité, quoi. Donc voilà. Et le livre, ça permet de se poser. C'est pas non plus une thèse. On n'a pas les 5 heures avec Edoui, les 5 heures avec Estelle, plus que ça avec Jean-Paul. Donc on n'a pas tout ça, mais enfin on a quand même le temps de raconter, d'approfondir plus, de mettre plus leurs interventions, plus les anecdotes, et puis d'évoquer, de pointer sur des sujets. Faire des films, c'est rarement... c'est linéaire, un film. On le regarde de la minute 0 à la minute 60. On ne peut pas revenir en arrière, quoi. Un livre, ça se feuillette, ça se lit le chapitre qu'on veut. Donc voilà, ce n'est pas le même rapport à la compréhension. Donc les deux sont essentiels, quoi, pour nous. Oui, tout à fait. Et puis je voudrais juste rajouter sur la démarche. Dans le documentaire, c'était une démarche essentiellement chronologique pour essayer de comprendre comment on arrive à aujourd'hui. Ou là, dans l'ouvrage, dans le livre, c'était plutôt l'idée d'aller-retour vis-à-vis de l'histoire qui permettent de comprendre les débats de l'école aujourd'hui et éventuellement aussi, en s'appuyant sur cette histoire, de comprendre, d'avoir des perspectives d'avenir. Alors, Edoui Plenel, chers collègues, vous avez été journaliste éducation, je l'ai dit. Vous témoignez également dans ce documentaire et dans le livre. C'est extrêmement intéressant. Vous parlez de l'histoire de votre père et on va y revenir. Mais peut-être votre regard d'ancien spécialiste ou toujours spécialiste, c'est comme vous voulez, sur ce travail qui est un travail de synthèse que je trouve assez impressionnant sur l'histoire de l'école et notre rapport à cette histoire. Merci. Le film, comme le livre, et comme vous venez de le dire, le livre de manière qui délie un peu plus, c'est-à-dire le film, on suit votre récit. Pour moi, c'est un événement formidable en ce sens que c'est, dans cette époque, un plaidoyer en réhabilitation, en défense de l'école pour tous, au sens de l'école dont le moteur, c'est l'égalité. Et la promesse de la République, c'est l'égalité, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, et que c'est comme ça que se fait l'émancipation dans ce mouvement-là. Et je trouve que c'est ça qui est le propos, au fond, du film. Dans le cas du film, avec sans doute un peu d'idéalisation, où on retrouve forcément ce qui étaient les titres du journal du Grand Syndicat des instituteurs, l'école libératrice, où on disait l'école émancipée. Bon, il y a ça qui est là, voilà, et à travers les personnes. Et je crois, voilà, moi, je trouve que de ce point de vue, dans ce qu'on a vécu par rapport à ces dernières décennies, où il faut le dire très clairement, y compris d'en haut, dans le discours politique ou dans le discours médiatique, évidemment, notre profession est très concernée, avec souvent d'ailleurs des jugements émis par des gens qui ont fait des écoles préparatoires, qui se sont retrouvés à enseigner, et qui ont détesté enseigner, qui ont enseigné qu'un an, et qui du coup disent tout le mal qu'ils pensent de l'école, alors que c'est un superbe métier, et très difficile métier. Et je trouve que, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que moi, ayant arrêté de faire ça au début des années 80,
dans une époque dont vous parlez formidablement bien, qui est ce moment où, autour du ministère Savary, il y a eu quelque chose qui a une espérance qui est née. Et après, il y a eu vraiment d'en haut une sorte de discours de discrédit sur l'école, de discrédit qui ruisselait, c'est une sorte de ruissellement négatif. Et donc pour moi, le symbole a été ce ministre Claude Allègre, qui illustrait ça, qui illustrait cette sorte de symbole de mépris, pour moi, du métier d'enseignant. Et voilà. Donc, pour moi, de ce point de vue, c'est une superbe bonne action. Voilà. C'est important de reconstituer comme ça des moments pivots de l'histoire de l'école. Évidemment, les années 80 avec le bac professionnel, les conflits autour de l'école dite libre, donc la loi Savary qui est pas passée, et puis une critique émanant des intellectuels. Je resitue un peu le débat d'intellectuels sur l'école. On se souvient de l'école de Jean-Claude Milner, un livre très très négatif sur finalement l'école pour tous aussi, et ça c'est restitué, je trouve, de manière très accessible et peut-être plus accessible que ce que je viens de faire dans le livre et le documentaire. Je voulais parler de la manière dont vous tracez, et je trouve extrêmement bien, l'histoire individuelle et la grande histoire. On va parler à Estelle Brunel, qui est enseignante. Donc vous, c'est l'histoire de votre vie. Vous êtes enseignante. Oui. Vous faites partie de l'éducation nationale et de l'école. C'est aussi une histoire dans votre famille d'accéder à une scolarisation plus longue, en Bretagne, en plus avec les questions de langue et tout. Est-ce que vous vous sentez comme ça, un élément de cette grande histoire, et comment ça vous parle, vous, à titre personnel, singulier, individuel ? Alors, est-ce que je me sens pas vraiment, mais en le regardant peut-être un peu plus, effectivement, vous avez raison de dire, moi, je crois que l'école, j'ai grandi sur les bancs de l'école, je continue sur les bancs de l'école, et j'ai envie d'y passer une bonne partie de ma carrière, voire toute ma carrière. Et oui, ça résonne en moi, parce que ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le documentaire, c'est cette capacité à lier l'intime de ce que moi j'ai vécu, et de ce que je vais retrouver dans le témoignage des autres. Et ce qu'il y a vraiment d'intéressant et de vraiment très bien écrit et réalisé, c'est cette capacité, enfin cette chose vraiment très intéressante de se retrouver dans quasiment tous les témoignages et de se dire que ces situations, on les connaît, on les a vécues. Il y a des acteurs qui me font penser à des élèves. Il y a des témoignages qui sont vraiment, vraiment époustouflants. Et de ce point de vue-là, je me retrouve à ma petite mesure, effectivement, dans cette grande histoire. Et comme vous l'avez dit, je viens de Bretagne. Et forcément, j'ai écouté ce qu'on pouvait en dire en Bretagne de cette histoire de l'école, entre les écoles privées, les écoles publiques, entre la question du breton à l'école, qui est une question que j'ai un tout petit peu travaillée dans la rédaction de mon mémoire en histoire, et de la place de cet enseignement catholique. Et donc j'ai l'impression, en découvrant le documentaire, de regarder avec un œil un peu neuf, mais un petit peu global, toute cette histoire, et elle est vraiment palpitante. Alors, on l'a dit, vous avez travaillé avec des spécialistes de l'éducation. Il y a une certaine scientificité, mais beaucoup, qui est pas du tout absente, mais finalement qui est un arrière-plan, parce que ce qu'on entend surtout, ce sont ces témoignages. Alors, vous parlez de gens qui vous font penser à des élèves. Moi, j'ai bien noté le témoignage de Franck Gastambide, qui est aujourd'hui réalisateur, qui est un ancien très mauvais élève, c'est lui qui le dit. Sophie-Marie Laroui aussi, qui fait bien la différence entre son bonheur d'être élève à l'école primaire et puis le secondaire, qui s'avère beaucoup plus difficile, où elle comprend plus tellement ce qu'on lui dit, et je pense que c'est une expérience assez partagée. C'est aussi raconter l'histoire de l'école du point de vue de tout le monde, et pas seulement de ceux qui l'ont traversée avec grand succès, et puis qui peuvent écrire derrière des biographies pour raconter comment ils ont été des transfuges de classe, même si c'est souvent bien fait, ou comment l'école leur a permis de s'émanciper. Et cette histoire, elle est aussi présente dans le documentaire. On parlait d'intime et de politique. L'intime est politique, c'est ce que disent les féministes, mais ça s'applique très bien à votre documentaire. Jean-Paul Delahaye, dans ce livre, ce qui est raconté aussi, c'est que l'éducation, c'est une grande conquête sociale.
Et ça, c'est aussi votre histoire, vous l'avez racontée dans ce livre. Alors, vous avez eu la gentillesse de l'apporter aujourd'hui, Exception consolante, édition de la librairie du Labyrinthe. Alors, c'est un peu la concurrence pour Nathan, mais je vous conseille aussi chaleureusement cette lecture. On en avait déjà parlé ensemble. Ce documentaire, vous l'avez aussi nourri, pas seulement par votre témoignage. C'était important, quand on raconte l'histoire de l'école, de parler de cette conquête sociale. Oui, bien sûr, comme le disait Edoui Plenel, l'histoire de la République, de notre République, c'est l'histoire d'une lente conquête, d'un long combat vers plus d'égalité en droit et pas d'égalité des chances, comme on le dit trop souvent aujourd'hui. Et d'une certaine manière, mon parcours personnel, mais il y en a d'autres dans le documentaire, et c'est ça qui fait toute la richesse du travail de nos deux amis. Mon témoignage, en fait, c'est le témoignage d'un petit garçon qui, au tournant des années 50-60, vit très concrètement la construction de la deuxième étape de notre projet éducatif républicain. La première étape, c'est Jules Ferry, c'est l'instruction primaire gratuite, obligatoire, laïque. Les républicains ont fait ça très bien, tout en laissant subsister à côté un autre système éducatif, on l'a oublié ça, mais le lycée qui accueille les petites classes maternelles, élémentaires, collèges pour les enfants des bourgeois. Mais enfin, les républicains de la Troisième République, ils ont posé cette première étape. Mais ils ont éprouvé ensuite un mal de chien à construire cette deuxième étape, c'est-à-dire la démocratisation de l'enseignement secondaire. Et donc, effectivement, il faut attendre le tournant des années 1950-1960 pour voir arriver, plus nombreux qu'avant, des jeunes de milieux populaires dans l'enseignement secondaire. Au moment où moi je rentre en 6e en 1963, précédemment, il y avait très peu d'enfants de milieux populaires qui entraient dans les lycées, des boursiers, qu'on appelait effectivement des exceptions consolantes. Ça, c'est l'expression de Ferdinand Buisson qui parlait de ces exceptions, des boursiers du peuple venant dans les lycées de bourgeois, et consolantes parce que ça consolait les bourgeois de l'injustice qu'ils avaient laissée dans la société. Donc, c'était une formule tout à fait ironique de la part de Ferdinand Buisson, le collaborateur de Jules Ferry. Et donc, effectivement, on voit à partir de ces années 1960, le CES d'abord de Gaulle, Charles de Gaulle, le collège Fouché-Capelle, le collège Abi 1975, les 80% d'une classe d'âge Jean-Pierre Chevènement. Donc, on voit petit à petit une massification arriver dans l'enseignement secondaire. Donc, moi, j'y participe d'une certaine manière. Mais et si donc c'est un progrès vers davantage d'égalité, parce que dans les 80% d'une classe d'âge, il y a des enfants du peuple, beaucoup plus qu'auparavant, mais on voit que les inégalités, en fait, c'est pour ça que c'est encore une conquête, les inégalités, en fait, existent toujours et elles se sont déplacées dans le système éducatif. Jean-Yves Rochec a montré ça de façon assez remarquable. Prenons juste un exemple. Aujourd'hui, 75% des enfants de cadre passent le baccalauréat général. 70% des enfants d'ouvriers sont en baccalauréat professionnel ou technologique. Comme ma mère disait, on ne mélange toujours pas les torchons et les serviettes dans notre pays. Et donc, on voit bien que notre pays a encore à travailler pour conquérir cette égalité. Sinon, on ne serait pas le pays de l'OCDE dans lequel, aujourd'hui, malheureusement, l'origine sociale pèse autant sur les destins scolaires. Mais ça s'explique, ou ça se comprend peut-être par l'histoire de l'école, parce que cette conquête, cet égalitarisme affiché de l'école, finalement, ce n'est pas fait sans conflictualité. Et quand on restitue l'histoire de l'avancée des classes populaires ou même des classes rurales dans la scolarité, on voit à quel point tout ça ne s'est pas fait facilement, combien les différences étaient importantes. On va vous repasser le micro. On peut aussi parler de la colonisation et du fait qu'il n'y avait pas vraiment d'école dans les territoires colonisés ou des Outre-mer où l'école ne se présente pas franchement comme en métropole. On va en parler avec vous, Edoui Plenel. Et tout ça, finalement, c'est aussi remettre la véritable histoire de l'école un peu dans un récit qui serait un peu moins enchanté que celui qu'on entend souvent. Oui, mais c'est ça qui était passionnant. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un roman national de l'école. Nous, ce qui nous a marqué, première chose, c'est ça, c'est une école publique à deux vitesses institutionnalisée dès le départ. C'est-à-dire c'est inimaginable. Pendant très longtemps, on va dire, j'allais dire jusqu'à maintenant, enfin c'est inimaginable de mettre les enfants du peuple et les enfants de la bourgeoisie, appelons-la par son nom,
dans la même école. Donc nous, on a eu un truc incroyable, on n'arrêtait pas de chercher puisqu'on avait besoin, on voulait des exemples de personnes, de personnalités. Donc on cherchait à savoir les présidents, les grands hommes, où est-ce qu'ils avaient fait leurs études, enfin pas leurs études, où est-ce qu'ils avaient été à l'école primaire. Et en fait, c'est là où on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas allés à l'école primaire, puisqu'on allait au lycée tout de suite, et au lycée public payant. Et jamais dans l'école publique. Et jusqu'à maintenant, enfin l'école publique, si c'était une école publique, ça pouvait être une école publique, mais elle était payante. Donc il y avait quelques milliers d'enfants qui allaient dans une école spéciale, et ça dure après la guerre où c'est interdit, mais pas arrêté. C'est ça qui est génial, c'est que même quand ça a été interdit, ça ne s'est pas arrêté. Et donc Et ce qui reste de ça, on l'a vu nous en cherchant les témoins, c'est que nous on cherchait des gens pour témoigner qu'ils étaient allés dans cette école d'élite de génération en génération. Or, la plupart nous disaient mais non, c'est pas parce que mes parents sont allés dans la même école, mes grands-parents sont allés dans la même école que je suis à Henri IV, c'est parce que je suis bon et que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, il y a quand même un déni qui continue à exister de quelque chose qui serait du domaine de l'effort, du mérite, etc., avec quelques exceptions consolantes qui, eux, travaillent, et tous les autres, je ne sais pas. Alors nous, on a demandé donc, à Jean-Yves pourquoi donc, les autres n'y arrivaient pas, est-ce qu'ils étaient tous feignants? Et voilà, c'est ça l'histoire de l'école, c'est que et les parents d'abord, et les enfants ensuite, assez vite, entre les deux guerres, les parents, ils ont eu envie que le destin de leur enfant soit meilleur, quoi. Et c'est ça qui a porté le côté émancipateur de l'école française, qui n'était pas faite pour ça. Enfin, elle était faite vraiment pour apprendre. Et dans cette école-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a une part... on ne peut pas séparer, ce qui est dur à faire dans un film d'ailleurs, c'est contradictoire. L'école, c'est l'endroit où on apprend l'inégalité, c'est là où on peut s'émanciper. Et on ne peut pas séparer les deux, quoi. Et du coup, c'est cette histoire-là que nous on raconte. Et c'est pas ça qu'on raconte en règle générale sur l'école, puisque même nous, dans les mots, on dit ça a été et puis maintenant. Ben non, l'école est un endroit où on apprend où se forgent les inégalités. Et alors dans les colonies, c'est puissance 10, c'est-à-dire que les colonies, c'est un endroit où ils n'apprenaient pas trop, nos ancêtres les Gaulois, parce que pour ça, il faut faire de l'histoire, et ils ne faisaient pas d'histoire. Ils n'allaient pas à l'école, d'abord, et quand ils allaient à l'école, c'était l'école pour les indigènes, et c'est une école où on apprenait un français utile, c'est-à-dire comprendre les ordres des colonisateurs avec les quelques mots. Et puis, c'était une bagarre pour aller à l'école des Blancs, même l'école communale des Blancs. Et puis, donc ceux qui sont... Il y a eu cette bagarre de l'émancipation, et du coup, beaucoup de dirigeants des luttes anticoloniales ont été au lycée français. Et alors, nous, on a voulu nous faire dire que le lycée français avait permis... Non, le lycée français, il n'a rien permis du tout. Mais par contre, il y a des colonisés qui ont réussi, grâce au lycée français, à s'émanciper et à même porter une émancipation collective, quoi. Voilà, l'école. Nous, l'histoire de l'école qu'on raconte, c'est celle-là. Voilà. Donc c'est une histoire un peu violente, ni négative ni positive, mais de vie, quoi, de bagarre. Je veux juste ajouter que moi, je connaissais vraiment rien à l'école avant de faire ce film, avant de travailler dessus. Et pour moi, ça a été vraiment un choc. J'étais un peu dans le mythe de l'école de la Troisième République, où il n'y a plus de classe sociale, tous les enfants portent la même blouse et se fondent dans la classe. De découvrir que dès le départ, dans le projet républicain, il y avait une école à deux vitesses. Ça a été pour moi vraiment une découverte importante, parce que tout d'un coup, ce projet républicain affiché, il n'était pas en phase avec la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, quelles que soient les époques, à chaque fois qu'on ouvre l'école à un monde de manière un peu plus large, à chaque fois, on entend des cris d'orfraie ça va faire baisser le niveau. Et donc, il y a vraiment une espèce de citadelle à prendre à chaque fois, avec cette idée que plus on ouvre, plus on fait baisser le niveau. Et en même temps, il y a une espèce de fermeture qui se déplace. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait le bac à 80% d'une classe d'âge, c'est le moment où le numerus clausus, par exemple, dans les études de médecine, se renforce très durement.
et ferme les portes à beaucoup de candidats. Donc il y a toujours ce combat qui existe et qui est à mener. Et effectivement, c'est pas c'est pas forcément la belle histoire de l'école, mais c'est pas non plus comment dirais-je, l'histoire du grand complot, etc. Je veux dire, c'est vraiment une histoire de l'école dynamique, c'est-à-dire où il reste à conquérir. Et si je puis me permettre, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à travers les témoignages, on voit que les gens s'approprient aussi cette histoire, qu'elle soit plus ou moins heureuse. C'est-à-dire que tous les gens ne sont pas en situation de réussite sociale exceptionnelle, mais on voit qu'il y a une grande réflexion de la part de vos témoins sur l'école. Et pour moi, c'est ce qui fait que le documentaire est absolument pas triste et le livre non plus. C'est que, au contraire, on voit des gens agissant, pensant et qui font quelque chose de ces réussites ou de ces plus ou moins échecs scolaires. J'aime pas trop l'expression. Alors, j'ai vraiment une question que je me suis posée à la fois en regardant les films et en lisant le livre. Comment vous avez fait pour prendre des témoignages d'aujourd'hui pour illustrer l'histoire de l'école à 150 ans, 100 ans de distance, parce que voilà, c'est une histoire qui démarre vraiment au 19e siècle. Alors comment on tresse un peu ces témoignages très anciens et cette actualité, ces témoignages très récents et cette histoire de l'école? Ça c'est le travail avec Jean-Yves nous a beaucoup permis ça, c'est-à-dire que l'école, en fait, ça, c'est une des questions qui est soulevée beaucoup dans le bouquin. Pour qu'elle soit égalitaire, il faut qu'elle change. Et ça ne veut pas dire qu'on veut moins d'école, c'est qu'on en veut plus, puisqu'il faut qu'elle change. C'est-à-dire que ce que racontent les témoins, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu de l'école, ce qu'ils y ont appris, parce qu'on prend forcément quelque chose à l'école. Et maintenant, alors 80% d'une classe d'âge qui va au bac, ça veut dire qu'ils en apprennent beaucoup. Et ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu en souffrance ou en bonheur, c'est des choses qui permettent de comprendre. Et puis ce qu'ont fait les enseignants aussi. Hein. Par exemple, on prend c'est Sofiane Djellal, qui est un prof de maths de Cergy-Pontoise, qui raconte ce qu'est Freinet, à quoi sert Freinet, par exemple. Sofiane, il a 40 ans, mais quand il en parle, on comprend Freinet. Enfin, voilà, parce qu'il y a une mise en commun d'une expérience qui est son expérience à lui, de gars qui a grandi à Cergy, qui est un garçon qui a grandi dans une cité de Cergy et qui adore les maths et qui raconte comment dans la vie de tous les jours des milieux populaires, être collectif, c'est une expérience de tous les jours. Et que cette expérience-là, si on l'utilise en classe, eh bien, on fait une classe avec une expérience collective et on apprend autrement. Et ça, il le dit lui avec son expérience, et c'est ce qui a aussi porté Freinet dans son expérience. Alors, il y a eu de la réaction très négative là-dessus aussi, en disant ouais, les bourgeois aussi, ils aident à faire la vaisselle à la maison. Mais c'est pas ça, quoi. Être collectif, c'est pas ça. Et être collectif, c'est vraiment une manière d'être qui est celle de la culture du monde du travail dont Freinet s'appuyait, et puis que Sofiane est le porteur maintenant, quoi. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a sur la lecture, par exemple, on raconte comment le premier moment d'école, c'est ce moment fabuleux où un enfant s'aperçoit qu'on peut raconter les choses avec des signes. Et là, nous, on a mis exprès des gens de toutes les générations qui racontent ce moment-là, quoi, le moment où les lettres s'ordonnent. Et sauf Franck, qui ne s'en rappelle plus. Qui est dyslexique et qui je m'en souviens pas du tout. Dyslexique et qui ne s'en rappelle absolument pas et qu'aurait bien aimé s'en souvenir, quoi. Voilà. Jean-Paul Delahaye. Oui, non, je voudrais revenir là-dessus. En fait, le film, il est aussi un formidable hommage rendu aux enseignants. Je crois que ça, il faut qu'on le dise, des enseignants qui n'ont pas toujours eu les moyens dont ils auraient eu la nécessité, mais qui se sont battus, qui ont été les combattants de cette démocratisation, même si elle est inachevée, d'une démocratisation tout de même dans notre système éducatif. Et ce qui s'est passé au collège est assez illustratif de nos difficultés à franchir ce pas supplémentaire vers la démocratisation. Il se trouve que le grand âge que j'ai fait que moi, j'ai enseigné en collège. Avant le collège Abi, j'ai connu donc le collège Fouché-Capelle en 73, je commence ma carrière, et après je connais le collège Abi. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis beaucoup de temps dans notre pays à construire cette école moyenne. L'école primaire, 1882. Le lycée, c'était 1802. L'école moyenne, il a fallu attendre 1975. Alors, on a longtemps hésité. Est-ce que ça va être un primaire supérieur ?
Est-ce que ça va être un secondaire inférieur? Et donc en 1975, ça c'est sous Giscard d'Estaing, on décide de rassembler dans des classes hétérogènes des élèves qui auparavant étaient dans 3 filières différentes. Et on pouvait penser que ces nouvelles classes de 1975 allaient être parfaitement hétérogènes et qu'on allait faire du commun pour tous les enfants. Eh bien non, il y a eu des résistances. Et en fait, ce que l'on a fait à partir de 1975, c'est construire un collège unique, mais sur le modèle unique de ce qu'était avant le petit lycée. Donc ça veut dire que la moitié des collégiens déjà en 1975 pénètrent dans un collège qui n'a pas été pensé pour eux, qui a été pensé pour d'autres. Et donc, hommage aux enseignants qui, depuis 1975, ne cessent d'achever de construire ce collège unique avec beaucoup de difficultés parce que les savoirs retenus au collège aujourd'hui sont des savoirs qui préparent à l'enseignement général. Et on a exclu des savoirs communs tout ce qui pouvait faire appel à l'intelligence de la main, par exemple. Avant 1975, il y avait du travail manuel. Tout ça a été balayé parce qu'on n'en a pas besoin au lycée d'enseignement général. Et donc, chaque fois que l'on veut faire du commun dans cette école moyenne, qui doit rester l'école du commun, qui n'est certainement pas déjà l'école du tri et de la sélection, effectivement, on est accusé de nivellement par le bas, d'égalitarisme, par une partie de la population. Je pense que ça, il faut qu'on le dise aussi, une partie de la population dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui, n'a absolument pas envie que ça change. Et comme cette partie de la population a un poids médiatique, politique, tel qu'elle peut peser sur les politiques publiques, eh bien nous sommes aujourd'hui confrontés à cette difficulté. Comment construire un rapport des forces dans notre pays permettant une réelle démocratisation de l'accès à l'enseignement secondaire, qui soit une école de l'exigence, bien sûr, hein, l'école pour les pauvres, ça ne peut pas être une pauvre école, mais qui doit quand même dispenser un savoir qui ait du sens pour tous les enfants et pas seulement pour une partie d'entre eux. Alors, je dois préciser que dans le livre, comme dans le documentaire, on parle de l'apprentissage technique, on parle du lycée professionnel, on parle aussi des formations professionnelles dans les entreprises qui ont été des écoles pour pas mal de gens, par exemple à la SNCF ou dans les mines, des formations payées, par exemple, qui ont permis aussi une forme d'émancipation par le travail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à 360. C'est beaucoup d'histoires dans lesquelles on retrouve soit son histoire, des histoires de personnes de sa famille, de gens qu'on connaît, qui sont heureuses, douloureuses, mais en tout cas qu'on a traversées de manière hyper contrastée. Ça, je trouve que c'est une grande réussite de ce travail. Edoui Plenel, je voulais revenir avec vous sur un aspect qui m'a beaucoup intéressée. Alors, c'est une histoire que je connaissais un petit peu, celle de votre père, et ça illustre très bien dans le documentaire, et de vous aussi, parce que vous étiez là. Donc, comment, en fait, de manière très institutionnelle, la lutte pour l'égalité ne peut pas forcément se mener, parce qu'en fait, c'est l'institution qui freine. Et donc là, on parle des Antilles. En fait, on ne le sait pas toujours et on apprend plein de choses en lisant ce livre, mais vraiment plein de choses. L'école, et d'ailleurs n'est pas exactement la même dans tous les territoires français. Je vais vous laisse raconter. Mais avant, je voudrais dire combien Jean-Paul Delahaye la parle d'or. Pour ça, j'ai ouvert le livre. C'est vraiment le propos du livre est ramassé à la page 206. Avec une citation je l'ai corné Jean-Paul aussi. Delahaye, c'est-à-dire il ne peut y avoir de république s'il n'y a pas du commun entre les citoyens. Il ne peut y avoir de république si, dès cette scolarité obligatoire, vous avez partagé, divisé, trié, sélectionné les enfants, essentiellement en raison de leur origine sociale. On ne fait pas république quand on ne scolarise pas ensemble les enfants. Alors, c'est tout à fait la question que je ne sais pas si France 2 a prévu ça, parce qu'il faudrait faire un dossier de l'écran. La force du film, qui est un film dialectique. On a des bonnes références des années 80. Non, mais je rigole, c'est pas chacun fait son. Comment dire, la force du film, c'est qu'il est dialectique, c'est-à-dire qu'il y a cet horizon de l'école émancipatrice ou libératrice, et comme on veut, et évidemment, donc, toutes ces tensions. Mais cet horizon-là, cette promesse est là. Hein, et donc, on voit bien. Je dis ça parce que c'est vraiment un travail qui permet d'illustrer. Il y a une phrase qui devrait être au fronton de toutes les écoles de France. C'est dans Le Peuple de Michelet. Quelle est la première partie de la politique? L'éducation. La seconde, il écrit la seconde, pas la deuxième, désolé. L'éducation. La troisième, l'éducation.
C'est vraiment, on est au cœur de qu'est-ce que c'est qu'un projet politique du commun, c'est-à-dire en effet l'égalité en droit, hein, qui permet de conquérir des droits, qui permet de défendre des droits et tout. La deuxième remarque, mais je n'oublie pas demande, c'est dans cette offensive qui est vraiment très présente depuis 4 décennies, je dirais, et qui accompagne toutes sortes d'autres phénomènes, de dévalorisation de l'école. Et vous avez très bien fait de citer ce livre de Jean-Claude Milner. Ça a accompagné une offensive très aristocratique, hein, très théoriciste, hein, de gens qui n'aiment pas enseigner, et dont je pense que le cheval de Troie est un peu épousé par Jean-Pierre Chevènement et son entourage, a été d'opposer le savoir à la pédagogie. Et de discréditer la pédagogie comme quelque chose on se fait plaisir, etc. Et d'une idéalisation du savoir, et comme vient de le dire M. Delahaye, le savoir étant le savoir généraliste. C'est-à-dire 80% au bac, mais le vrai bac, c'est le bac général. Et donc, il y a eu un très bon livre de Baudelot Establet sur la dévalorisation du CAP, de tout ce qui est au cœur, j'ai bien compris, de ce que vous faites. Et donc, vraiment, c'est quelque chose, en clair, derrière toute cette façon d'opposer pédagogie et savoir, qui est nul, hein. Tous les enseignants qui sont là, ici, savent que pour transmettre un savoir, il faut de la pédagogie. C'est-à-dire le savoir, il ne tombe pas comme ça d'en haut, hein. Il faut toute une pratique en fonction des 30 paires d'yeux qu'on a, etc. Et donc, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est glissé, qui est une sorte d'idéologie qui masque en fait une certaine violence sociale. C'est-à-dire derrière cette idéologie voilà, où regardez à quoi on perd son temps à l'école, au lieu ils ne savent plus les savoirs, on ne transmet plus les savoirs, etc. C'est ça qui est en jeu. Du coup, je vais répondre à votre question en la faisant courte. C'est dans le livre, c'est rapidement dans le film. Donc, de breton à bretonne, hein. Moi, je suis d'une famille bretonne, du côté de mes 2 parents, et en effet, d'une famille, je dirais, toute petite bourgeoisie urbaine qui, finalement, pour s'en sortir, c'est l'école, hein. Et en l'occurrence, c'est l'école là de la République, c'est pas l'école privée, même si la famille était catholique d'un côté, protestante de l'autre, mais finalement, c'est l'école de la République. Ça donne... mon père était professeur d'histoire et géographie, sa sœur était institutrice et sa plus petite sœur était professeure d'anglais. Et ça donne, n'oubliez jamais que la Seine-Saint-Denis a d'abord été un département breton, une institutrice dans le 9-3, et la professeure d'anglais étant du côté de la place Clichy. Et donc, mon père, j'y reviens, ressentant vraiment une atmosphère très pesante à Nantes, justement, c'était un moment où il y avait des grandes grèves et de grandes tensions sociales et de barrières sociales. La France est encore un empire colonial, et il est nommé inspecteur d'académie à la Martinique, et il est le plus jeune inspecteur d'académie de tout l'empire français, donc la France comprise, très bien noté, et prenant totalement au sérieux sa mission d'administrateur de l'éducation dans un territoire de conquête. Il y a encore de l'analphabétisme, il y a des gens qui ne vont pas à l'école, et donc c'est formidable parce qu'il y a de quoi faire, et il va s'emparer de ça et on est au cœur de ce que je voulais dire sur savoir et pédagogie, la découverte d'une école où on enseigne, qui a 4 saisons, où il y a des images de manuels scolaires avec de la neige, où on est dans un autre, il y a de la montagne, voilà, c'est pas besoin de dire nos ancêtres les Gaulois, l'univers qui est proposé est un univers qui n'a rien à voir avec l'univers vécu. Et donc, une de ces dernières réalisations sera de faire les premiers manuels scolaires qui seront faits avec des images, on parle des cyclones, où on parle des tremblements de terre, et où on parle de l'histoire des Caraïbes, etc. Et pour revenir à la chronologie, c'est des manuels scolaires qui ne sortiront qu'au début des années 60. Donc, juste avant. Et donc, l'histoire, ensuite,
la suivante, c'est que la minorité dans un système colonial, ça a bougé depuis, mais qui n'a rien à voir avec ce que sont... économiquement, ça n'a pas bougé. C'est une minorité qui contrôle l'économie locale et voit très mal, au fond, qu'il y ait cet idéal de l'éducation. Pour les plus anciens, c'est l'époque de la Fédération des œuvres laïques. C'est l'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est du théâtre, c'est de la gymnastique. D'ailleurs, vous faites allusion à ça, d'ailleurs, sur le temps scolaire et tout. C'est une mobilisation de toutes les énergies. Et c'est un horizon où on touche vraiment la possibilité de cette émancipation au-delà des personnalités comme Fanon, comme Césaire, parce que ce sont ces personnalités-là qui seront en modèle. Et donc, ça se traduira par le fait que ce vice-recteur s'opposera, sera sanctionné parce qu'en fait, des collégiens vont être... C'est une histoire assez émouvante, c'est-à-dire qu'il y a des émeutes sur un incident raciste, il y a une répression, et les répressions, même si en France, on a depuis appris les mains arrachées et les yeux éborgnés, mais dans les situations coloniales, on tue quand même, et c'est souvent ce qui s'est passé, y compris en Nouvelle-Calédonie dans la période plus récente. Et donc, du coup, il y a 3 collégiens qui sont tués, non pas parce qu'ils manifestaient, mais parce qu'ils sortaient au mauvais moment. Voilà. Et donc, mon père va dire qu'il n'est pas la France qui a tué, qui est la France qui a, au contraire... Et du coup... je dis ça pour la mémoire de l'école que ça donne. Quand je suis revenu 10 ans après avoir quitté ce pays, qui est mon pays d'enfance, j'ai rencontré des institutrices qui avaient la photo de ce vice-recteur, c'est comme ça qu'on appelait, dans le placard de leur salle d'école. Parce que c'était le mythe Schellcher, le mythe, voilà, c'est-à-dire c'était celui qui est du côté de l'émancipation, y compris avec l'idée de l'émancipation de l'esclavage. Voilà. Et du coup, merci d'avoir permis d'évoquer cette histoire. Il y a une école, alors si France 2 avait donné plus de moyens, il y a une belle école populaire au flanc de la montagne Pelée, quand on monte depuis Fort-de-France et la Trace, au quartier Font-Marie, donc sur la commune du Morne-Rouge, qui est l'école Alain Plenel. Ça fait partie des histoires que ce livre nous donne à connaître, qui sont extrêmement émouvantes. C'est aussi très émouvant quand vous le racontez maintenant. J'ai oublié de dire juste par rapport à notre ami qui est là, c'est-à-dire que le lien avec la Bretagne, c'est-à-dire que si faut toujours parler du lien avec la Bretagne. Pas un lien, non, c'était il avait fait des conférences au théâtre municipal sur la folklorisation en Bretagne et la folklorisation aux Antilles pour créer des hiérarchies de culture, c'est-à-dire au contraire. Et donc, il y avait cette idée, je suis d'une culture minoritaire qui a été dominée, je ne le transforme pas en ressentiment, au contraire, je le transforme en solidarité avec d'autres cultures. Et donc, cet homme qui parlait breton, et qui du coup apprenait le créole là aussi, voilà, il y a cette idée-là, et ce refus, c'est très fort d'avoir dit tout à l'heure l'idée que le collège unique devait être au fond la norme unique des dominants, et non pas le pluriel qui permet aux dominés de s'échapper, de bouger, de s'en sortir. Voilà. Pardon, j'ai été un peu long. Mais vous m'offrez une excellente transition et je vous remercie pour ça. Vous allez voir. L'école, c'est une institution extrêmement normative et hiérarchisée. Avoir un bac général, ce serait mieux qu'avoir un bac professionnel. Aller de toute façon le plus loin possible dans ses études, évidemment, c'est perçu comme l'objectif de la scolarité, mais presque dès le début, dès l'entrée en maternelle. Alors, il y a toute une très belle appropriation de cette ambition par les parents, mais il y a aussi l'idée que si on ne réussit pas, ou si on ne réussit pas autant que on l'aurait imaginé, autant que l'idéal nous le donne à voir, on a raté quelque chose. Et ça, c'est une discussion extrêmement contemporaine. Donc, Estelle Brennéol, c'est comment, avec vos élèves, vous parlez. On sait aussi que le lycée professionnel, c'est un lycée où on peut se retaper sa confiance en soi, la reconstruire en faisant autre chose avec l'école et autre chose de l'école pour les enfants. Comment vous en parlez? Les enfants, les ados, ils sont grands, il ne faut pas leur dire que ce sont des enfants. Comment vous en parlez avec eux? Ça reste quand même mes papillons. C'est une jolie métaphore des petites chenilles qui deviennent... Enfin, voilà. Ce qui a été dit tout à l'heure est très intéressant sur le choix qui amène les élèves à venir au lycée professionnel. Et souvent, ce choix, ce n'est pas un choix de filière et d'orientation. C'est un choix qui est lié à leur origine sociale, et on l'a dit. Mais
Mais justement, ce qu'il y a d'intéressant avec le lycée professionnel, c'est d'arriver à accueillir ces élèves qui ont des parcours un peu chaotiques, souvent très chaotiques, qui viennent de différentes sections. On pourrait parler du LYS, du PE2A, on pourrait parler de beaucoup de choses. Et ces élèves qui forment un tout un peu hétérogène dans la classe, il faut arriver à leur redonner confiance aussi. Conscience aussi, c'est pas mal. On peut juste dire Ulysse et UPE2A, ce sont... Oui, alors en fait, c'est tout ce qui concerne les élèves avec un handicap ou bien des élèves arrivant en France, donc allophones, et qui sont dans des classes qui leur permettent ensuite d'intégrer des sections plutôt en lycée professionnel plutôt qu'au lycée général. Mais voilà. Et donc, ce travail d'inclusion de tous ces élèves, c'est ce qui est permis par ces enseignants de lycée professionnel, tous les collègues avec lesquels je travaille et dans lesquels je me suis reconnue dans les témoignages d'autres collègues. Et c'est peut-être la question que vous me posiez, c'est comment on y arrive. Je dirais que la première question va faire le lien, ma première réponse va faire le lien avec ce que disait M. Plenel, à savoir la distinction entre la pédagogie et puis le savoir, donc cette didactique entre le savoir savant et le savoir enseigné, comment on va réussir à les intéresser, à moi, pour ma matière, à faire ce que j'appelle de l'histoire incarnée, comment les rendre intéressés par ce qu'est réellement l'histoire, en tout cas selon moi. C'est aussi un autre travail autour une davantage mise en activité des élèves pour les rendre acteurs de leur formation, qu'ils fassent beaucoup plus d'activités, ce que certains pourraient appeler de la pédagogie au sens assez négatif du terme. Moi, je trouve qu'au contraire, toutes ces activités qui ont un aspect un peu ludique par ailleurs rendent des élèves beaucoup plus performants, beaucoup plus fiers d'eux et surtout très fiers de leurs notes. Et comme le disent Françoise et Karl dans le livre, je crois que je pourrais parler de mes élèves pendant des heures et parler de leur réussite et de voir les yeux qui s'écarquillent quand ils ont compris quelque chose qu'on a essayé de leur expliquer pendant tout le collège et que tout d'un coup ça percute. Mais c'est juste la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et ça, ce qui est super, c'est quand les enseignants le racontent, et on l'a dit pour l'apprentissage de la lecture, quand les gens le racontent, j'ai vu des signes, c'était des lettres, c'était des mots, et j'ai pu lire par moi-même. On ne peut pas tout dire, de toute façon, on va pas, voilà, il faut lire ce livre, il faut regarder ce documentaire. Vous abordez aussi les questions actuelles, Françoise Davis et Karl Aderholt, vous parlez de la laïcité, enfin qui n'est pas complètement une question actuelle seulement, puisque là aussi, il y a évidemment toute une histoire, mais qui revient sur le devant de la scène. Alors, en ce moment même, la laïcité telle qu'elle se définit pour l'école, c'est quelque chose d'un peu plus large que la non-expression des signes religieux. C'est la liberté d'expression. On pense à Samuel Paty, parce qu'on va commémorer les 2 ans de l'attentat qu'il a tué dans quelques jours, ce sera dimanche. Mais ces questions, vous les amenez aussi dans l'histoire de l'école, elles sont importantes, et vous parlez de l'affaire du foulard à Creil, voilà, vous arrivez jusqu'à aujourd'hui. C'est plus développé dans le livre, d'ailleurs. C'était important aussi de se confronter à ces problématiques-là. D'abord parce que c'est l'école laïque, donc il faut rendre, non pas à César, mais à Louise, ce qui appartient à Louise. La laïcité, c'est une idée de la Commune de Paris. Et donc, il faut revenir à ça, c'est-à-dire que la laïcité, c'est pas une valeur, comme on dit là tout le temps, là, c'est un outil, et c'est un outil normalement qui a été une bagarre, qui a abouti à 1905, et est une bagarre avec des grandes craintes. C'est pour ça que Jaurès s'en est emparé, parce que elle était déjà utilisée pour fermer aussi la liberté d'expression et la liberté de conscience. Et que Jean Jaurès, qui avait quelques inquiétudes pour ce qui est de ses idées à lui, a défendu une laïcité ouverte qui permette aux religions, plutôt les catholiques, parce que les autres, on ne les a pas trop calculés, ni les juifs, ni les musulmans, mais en tout cas aux catholiques d'être reconnus dans leur foi
et en même temps de mettre à distance. C'est une des seules fois, enfin il y a peu de citations dans le film, mais on la reprend aussi dans le livre, une des seules fois où on cite, je ne peux pas le citer par cœur, mais enfin Jaurès, il explique ce que c'est que la laïcité, enfin en tout cas à l'école, et qui est de la possibilité non pas de combattre les croyances, je vous le dis, mais de faire en sorte par une éducation où on découvre des choses, quoi, de petit à petit de juger de toutes les croyances et de faire son choix en gros. Et c'est ça qu'il propose. Et c'est une laïcité qui est un combat, et qui est un combat encore plus aujourd'hui, parce qu'on nous la présente comme une arme de guerre parfois, quoi. Et c'est problématique. Et en même temps, dans les écoles, il y a des vraies questions qui se posent, parce que justement l'école, elle est liée à la société, et que du coup les enseignants et les élèves sont aux prises avec des difficultés énorme là-dessus, puisque au-dessus et autour, on l'utilise à toutes les sauces, quoi. Donc, on en raconte que de façon historique. Et je voulais revenir là-dessus sur le fait que c'est aussi, le jeu est aussi avec l'histoire sur ce dont on parlait sur le professionnel et sur l'école, le collège unique. Parce que dans l'histoire, on a des outils, on a des outils passionnants pour voir ce que pourrait être l'école quand on parle d'une école qui soit une école de l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements là-dessus. Vous pouvez faire un truc simple, c'est regarder la page Wikipédia du plan Langevin-Wallon. C'est pas très fatigant, mais franchement, il y a rien que ça, rien que ce texte-là. Il y a une proposition incroyable de faire une école pour tous. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pas simplement de dire les professionnels, ils ont le droit aussi quand même de s'épanouir. C'est pas ça, c'est d'arrêter qu'il y ait des professionnels, parce qu'on est tous. Enfin, je veux dire, les enfants ont titre à devenir tous des professionnels. Et donc dans l'histoire, il y a le travail des pédagogues qui est passionnant, pour justement essayer jusqu'à l'expérience des ZEP, essayer de comprendre, non pas de classer les bons et les mauvais, mais de savoir comment ils apprennent, comment ils comprennent. Qu'est-ce qui va faire qu'ils comprennent, qu'est-ce qui va faire qu'ils apprennent, qui est la question même de la pédagogie. Et puis après, il y a des constructions. Il y a au Front populaire, Jean Zay qui essaye de faire ce qu'il appelle l'orientation en plus, qui est de ne pas faire le lycée, mais de faire continuer déjà les enfants plus longtemps l'école, ce qui est quand même la première des choses, puisqu'ils arrêtaient à 13 ans, et puis aussi de faire des études et ça va être repris après par Vallon, et ça va être repris porté par beaucoup de gens, où la question du travail, c'est pas manuel, la question du travail, de la culture du travail et la culture de la transmission de la littérature, de la musique, etc., soit au même plan. C'est-à-dire qu'on apprenne enfin tous la culture, la culture, mais dans tous les sens. Et donc, c'est pas le professionnel d'un côté et le général de l'autre. Il y a qu'est-ce qu'on sait dans une société et qu'est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants. Et ça, c'est une piste fabuleuse pour que tout le monde s'y retrouve. Et donc, quand on enferme le professionnel dans le professionnel, c'est dur. Mais il y a une résistance incroyable. Jean Zay, il n'a jamais pu faire passer son projet, alors qu'il a travaillé avec les enseignants et tout. Le plan Langevin-Wallon, il a servi à beaucoup de choses, mais il n'a pas été appliqué. Et puis, quand il y a eu le bac pro, ça a été une bronca pas possible. Pourquoi ? Parce que le bac pro, ça permettait à des enfants du professionnel de faire des études après le bac. Et donc là, c'était le drame absolu, quoi. Et donc, il y a quelque chose de nos représentations aussi qu'il faut bouger. C'est-à-dire que le film et le livre encore plus racontent ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que au fond, on a tous les outils pour faire une école qui soit l'école de l'égalité. Il n'y a peut-être pas les moyens, et il n'y a sans doute pas non plus c'est un choix. Nous on finit comme ça, et le film et le livre, c'est-à-dire c'est un choix. On est à un peu une croisée des chemins sur est-ce qu'on fait l'école pour chacun. Alors il y a les 10, il y a les HP Smith, il y a les HPI, je me permets, machin, il y a les pays. Alors il faut une école pour chaque môme, qui souvent quand même reprend les bonnes strates sociales, faut le dire, et puis l'école privée qui prend une place démesurée, l'école payante qui revient en force. Ou est-ce qu'on se dit que l'école pour tous, c'est vraiment le projet qui va nous tenir debout ensemble,
Et là, il y a plein de gens, enfin, dont les enseignants, mais aussi les chercheurs, mais aussi l'histoire qui nous permet de construire un projet vraiment ambitieux, quoi. Enfin, on peut le faire. C'est pas un rêve, quoi. C'est pas une utopie, c'est pas un désir. C'est quelque chose qui dans l'histoire, s'est construit, mais n'arrive pas à aboutir parce qu'il y a toujours un petit peu un barrage. Edoui Plenel. En écho à tout ça, et je disais d'ailleurs que puisqu'il y a l'histoire d'une nation, il faut faire les étudiants maintenant. Parce que les classes prépa, les facs, tout ça... C'est une conquête aussi, hein, le supérieur. Et toutes ces jeunesses étudiantes, etc. Enfin bon. Non, je voulais faire écho sur le premier point, sur la laïcité, puisque vous m'aviez posé la question un peu coloniale, hein, et de rappeler comment, dans notre présent, pèse... Parce qu'en 1905, il y a une religion qui est oubliée. Parce que, certes, il y a... engager un processus de laïcisation de la religion dominante et catholique, ça va donner la jeunesse ouvrière chrétienne, ça va donner... Voilà, chacun, tu peux avoir ta croyance, mais quand on discute de ce qu'on fait ensemble et de nos causes communes, etc. Mais donc, de cette manière, l'événement de 1905, c'est aussi... Il faut toujours rappeler que c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Donc, c'est aussi la reconnaissance, à l'époque où les églises étaient très fréquentées, des deux religions minoritaires, c'est-à-dire le judaïsme et le protestantisme. Mais il y a une troisième qui est oubliée à cause de la question coloniale. Je dis ça sur nos problèmes d'aujourd'hui, y compris qui empuantissent. Quel que soit, par ailleurs, il y a un totalitarisme qui se revendique de l'islam et qui a armé intellectuellement l'assassin de Samuel Paty. Mais ce qui empuantit ça, c'est que cette question coloniale, elle est dans notre présent parce que l'école, la laïcité n'avait pas affronté cette question. L'islam n'était pas présent, hein, et les colonies n'étaient pas présentes. Et je dis ça parce que ils sont 4 parlementaires à mener, et ils mettent 2 ans et demi, 3 ans. Il y a donc évidemment Jaurès, il y a le Nantais, ça y est, tout d'un coup j'oublie son nom, qui va devenir Aristide Briand, qui venait de l'extrême gauche et qui sera un ministre des Affaires étrangères très longtemps. Et puis il y a Pressensé, qui fonde la Ligue des droits de l'homme. Et il y a Ferdinand Buisson. Et pourquoi je souligne ça, c'est que c'est un truc par rapport à nos débats d'aujourd'hui très repliés, où on pense, par exemple, on dit la France aurait inventé la laïcité. Mais il suffit d'aller lire le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson et la revue. Qui animait cette revue ? James Guillaume, un ancien anarchiste de la Première Internationale, venu de Suisse. Et en fait, vous avez plein d'articles qui vous racontent que cette question de libérer l'école de l'égalité, du commun, des croyances imposées, etc., c'est des débats qu'il y a partout. Et il y a une rubrique internationale dans cette revue que lisaient les instituteurs, une rubrique internationale avec du comparatisme pédagogique permanent. Hein, donc je dis ça pour aller dans le sens de François, c'est-à-dire qu'il y a un bouillonnement. Il y a un passé là qu'il faut faire remonter, qui est un bouillonnement qui est rafraîchissant par rapport à une bonne partie, je dirais surtout de notre débat médiatique. Et encore une fois, notre profession a une grande responsabilité dans ce débat, dans la nécrose de ce débat. Pardon. Mais l'histoire est pleine de ressources. Hein. C'est ce qu'on apprend, enfin ce qu'on comprend encore mieux en vous lisant et en regardant le documentaire. Jean-Paul Delahaye. Et juste pour rebondir là-dessus, en fait, on a complètement oublié la manière dont la laïcité est entrée dans notre école. Parce que les Républicains, ils ont fait les choses dans l'ordre. C'est d'abord l'école publique qui a été laïque, 1882. Et ils s'y sont pris d'une manière, mais qu'on a complètement oublié. La laïcisation des programmes, d'abord. C'était ça, évidemment, le nœud du problème. Et c'est un seul mot qui a tout changé. Avant Jules Ferry, c'était le programme d'instruction primaire comprend l'instruction morale et religieuse. C'était Guizot, 1833. Et en 1882, Jules Ferry, c'est instruction morale et civique. C'est un seul mot qui a tout changé. Il n'y a pas le mot laïcité dans la loi. Et il y a un débat terrible à la Chambre des députés et au Sénat, notamment entre deux grands républicains, Jules Ferry et Jules Simon. Jules Simon voulait absolument qu'on rentre Dieu dans la loi. Et Jules Ferry a dit pas du tout. Et donc, ils ont tenu bon. Sauf que, quelques semaines après, il fait écrire les programmes officiels qui sont dans le bulletin administratif de l'instruction publique par Ferdinand Buisson. Et qu'est-ce que l'on voit dans ces instructions de juillet 1882, dans le programme de morale du cours moyen, les devoirs envers Dieu.
Buisson était protestant. Diable. Diable, si je puis dire. Les programmes envers Dieu. Pourquoi il fait ça? Eh bien, il a expliqué. Les Français sont très majoritairement catholiques à l'époque. On vote tous les 4 ans. Les Français sont des électeurs. Et donc, il ne faut pas heurter la conscience des citoyens. Et donc, on laisse les programmes, les devoirs envers Dieu jusqu'en 1923, plus de 40 ans. Pétain va les rétablir en 40 et ils disparaîtront évidemment après. Donc, fermeté dans le principe, progressivité dans la mise en œuvre. Ça, c'est la laïcisation des programmes. Ensuite, la laïcisation des locaux scolaires. C'est le jour de la semaine que l'on libère, le jeudi, vaqué, en outre du dimanche, pour que les citoyens qui le souhaitent donnent l'instruction religieuse aux enfants s'ils le souhaitent. Sauf qu'il y a des endroits, et donc le curé hors de l'école. Il fait le catéchisme dans la paroisse, mais certainement plus à l'école. Laïcisation des locaux scolaires. Sauf que dans les internats de nos lycées, les enfants, les jeunes ne peuvent pas sortir. Donc là, c'est le curé qui va aller à eux. Progressivité, attention portée aux citoyens. Et donc, c'est l'origine de nos aumôneries. Et comme il y a des aumôniers à l'armée, dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Ensuite, laïcisation des personnels. Ça, c'est pas Jules Ferry, c'est René Goblet, c'est 1886. À partir de 1886, tous les personnels de l'école publique devront être des personnels laïques. Et la loi Goblet dit que c'est dans un délai de 5 ans pour les hommes, rien sur les femmes. Parce qu'il n'y a pas assez d'institutrices laïques à disposition, et donc on a encore besoin des religieuses. Et donc pendant plusieurs années, on aura encore des religieuses dans nos écoles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la République a été très ferme pour installer la laïcité à l'école, pour former des républicains, et la loi de 1905 ne s'expliquerait pas s'il n'y avait pas eu ce travail préalable de 1882, mais on prend beaucoup de précautions dans la mise en œuvre. C'est exactement ce qui se passe, je crois, aujourd'hui, ce que nous devons faire aujourd'hui. Les programmes, les locaux, les personnels, je n'ai pas encore parlé des élèves. Ça, c'est 2004. C'est la loi de 2004 qui dit que quand on vient à l'école, on ne porte pas un signe ostensible d'appartenance religieuse. Et avec le souci du dialogue avec les familles pour qu'ils comprennent la raison de cette introduction dans nos règlements intérieurs. Donc voilà, on a oublié la manière dont ça s'est fait. Mais l'histoire de l'école nous apprend que les réformes ne peuvent finalement advenir que si les enseignants acceptent de les appliquer vraiment. Il y a des réformes qui sont passées très facilement. La mixité filles-garçons à l'école, c'est très facile. C'est une... Alors, pas au sens propre du terme, une transformation et d'autres moments avec des choses de style d'accompagner les élèves davantage au collège ou au lycée qui ont été beaucoup plus difficiles à mettre en place. Là, une réforme du collège, plus récemment, complètement refusée par les enseignants. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées, c'était pour ça que je regardais mon téléphone, sur les enseignants, par exemple, et leur formation. Et alors là, vous levez la main si vous voulez répondre sur la manière dont ces enseignants pourraient être mieux formés pour réduire la défiance envers l'école ou pour assurer une meilleure intégration de tous les publics et une lutte contre les inégalités sociales. Juste un mot, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. On revient à la distinction qui est un poison pour notre école entre savoir et pédagogie. En fait, les enseignants français, aujourd'hui, sont parmi les enseignants européens les mieux formés de façon universitaire. Ce sont les enseignants qui ont le plus haut niveau universitaire, et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on enseigne bien que ce qu'on connaît. Donc c'est très bien comme ça. Sauf que ce sont aussi les enseignants qui ont le moins de formation pédagogique par rapport à leurs collègues européens. Et donc là, on a un vrai souci, parce que dans l'histoire de l'école, peut-être qu'on a pensé à un certain moment que la pédagogie n'était pas nécessaire. Quand on s'adresse à un public trié sur le volet initié, de père en fils, de mère en fille, peut-être à tort, peut-être pense-t-on qu'on n'a pas besoin de pédagogie, mais effectivement, quand on s'adresse à un public hétérogène, diversifié, il faut une palette d'outils pédagogiques, de pratiques pédagogiques, et effectivement, c'est ça qui fait défaut encore aujourd'hui dans la formation des enseignants, de même que fait défaut la connaissance qu'on ne leur permet pas d'avoir de la diversité des publics. Les enseignants, aujourd'hui, ils viennent pas tous de milieux populaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on ne peut pas leur reprocher. Simplement, en formation initiale, on n'a pas suffisamment de temps pour leur montrer ce que sont ces publics différents et qui ne commettent pas de contresens sur les attendus que l'on peut avoir à l'égard de tous les élèves.
Estelle Brénéol, parce que vous êtes enseignante sur cette formation, on parle aussi dans une question d'émancipation des élèves. C'est ce qu'on vous incite à faire. Quelle est la place de ces grandes idées aussi dans la formation et puis sur la question que j'ai posée précédemment? Moi, ce que je trouve important dans la formation, c'est cet accompagnement sur les premières années de carrière. On pourrait dire, on ne naît pas prof, on le devient. Et donc, c'est vrai que la pédagogie, on est peut-être moins bien formé sur ces questions-là. Peut-être aussi parce que tant qu'on n'a pas un public face à soi, c'est difficile de se rendre compte d'à quel point c'est important. Donc, pour moi, vraiment, quand on parle de formation, je trouve que l'accent est à mettre sur cet accompagnement des collègues qui entrent dans le métier, qu'ils soient contractuels ou titulaires. Et c'est modestement ce que alors moi, j'essaye de faire avec mes collègues formateurs sur notamment l'Académie de Créteil, puisque c'est là que j'enseigne. On travaille sur de multiples choses et la question, c'est de lier ces savoirs scientifiques et ces pratiques pédagogiques, ces pratiques en classe. Par exemple, on parlait tout à l'heure de laïcité. Moi, j'aime beaucoup travailler autour des pratiques délibératives, comment par le débat mouvant avec les élèves, on va les amener à construire des notions, notamment celle qui est complexe de la laïcité, comment on va les amener à réfléchir et en réfléchissant, en construisant son esprit critique, à faire d'eux des citoyens et les émanciper. Et tout ça, ça se fait par la pratique, par l'échange entre pairs. Et je trouve que c'est vraiment là-dessus qu'il faut accentuer nos efforts. Alors j'ai une question que je trouve extrêmement intéressante. Je ne sais pas si c'est Karl ou Françoise qui va répondre, mais je pense que le documentaire y répond à sa manière. Je suis désolée, elles ne sont pas signées les questions. J'adorerais pouvoir dire le nom des gens, mais je n'ai pas de nom. Comment retourner à cette qualité de l'école qui permettait de sortir de sa classe sociale? Aujourd'hui, les inégalités se creusent. C'est une question, hein, c'est pas moi qui... Je comprends bien. Je crois que le livre et le documentaire montrent que il y a toujours eu, et il y a toujours encore aujourd'hui des transclasses, on va dire, des gens qui sortent de leur classe grâce à l'école. Mais il y en a... Enfin, j'ai pas le sentiment, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais j'ai pas le sentiment qu'il y en ait plus aujourd'hui qu'hier. Je veux dire, ce qui est intéressant, en fait, c'est cette espèce de mythologie qui se crée autour d'une école qui n'a jamais existé, et l'école de la Troisième République, qui aurait été, j'allais dire, formatrice, ouverte et permettant aux élèves des classes populaires d'accéder à un savoir et ensuite à une promotion sociale. En fait, on s'aperçoit que tout au long de l'histoire de l'école, il y a toujours eu cette volonté de mettre des barrières, d'empêcher. Et il y a un débat qui est récurrent depuis la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des élèves venus des classes populaires s'élèvent, la question se pose de mais quelle place vont-ils avoir ? Ils pourront pas. Donc ils se seront forcément des aigris, ils sont dangereux, etc. Et donc il y a une hostilité à cette accession. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans cette histoire de l'école, c'est en quelque sorte l'aspect un peu ritournel. C'est-à-dire qu'on retrouve régulièrement, à chaque avancée, les mêmes débats, les mêmes craintes et les mêmes difficultés. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y avait plus de gens qui progressaient. En fait, je pense que ça tient aussi au mythe des années 60, qui est le mythe des 30 Glorieuses, où un certain nombre d'élèves ont pu, grâce à une situation économique, on va dire, porteuse, accéder plus facilement à des postes qui sortaient de leur classe. Mais je ne suis pas sûr que fondamentalement l'école ait été plus ouverte. Françoise Davis. On va faire du calcul, alors, parce que c'est un peu le mythe de l'école c'est pour ça que je trouve de la belle orthographe et de la belle écriture. Cette question intéressante. Alors, il faut faire un calcul. Donc, on va prendre l'école des années 50, donc école primaire, de 6 ans à 14 ans. Ça fait 8 ans. 8 ans d'orthographe, 8 ans d'histoire que de la France, de département de la France, de géo de la France, un peu des colonies, mais plutôt la France, et de morale et de poésie, si on veut. Et donc, évidemment, cette représentation que, dis donc, on savait les départements et on avait une bonne orthographe, 8 ans, 8 ans à faire ça, pas de sciences, pas de langue. Alors, voilà, il y a des choses intéressantes
qu'on dit dans le livre, au niveau des heures. Alors, il y avait plus d'heures. Ils allaient jusqu'au samedi après-midi. Donc, on pouvait faire des sorties, du sport, beaucoup plus. Mais au niveau de ce qu'ils apprenaient, on est maintenant avec des gens qui vont pour une bonne part jusqu'en terminale. Ils font de l'histoire du monde, ils apprennent les langues. Enfin, il y a quand même, par rapport à ça, une élévation de la connaissance qui est indiscutable. Cette histoire de l'orthographe et de la belle écriture, pareil, le certificat d'études, on le raconte beaucoup, parce que c'est quand même important à dire, le certificat d'études, il y avait que la moitié des enfants qui le passaient, ceux dont l'instituteur pensait qu'ils allaient l'avoir, et puis même ceux-là, il y en avait très peu qui l'avaient. Alors c'est une grande fierté de l'avoir, c'était une façon de montrer qu'on avait appris des choses qui est très estimable, mais ça ne changeait pas le cours de la vie. Personne ne demandait si vous aviez le certificat d'études ou pas pour faire un boulot, parce que de toute façon, on allait faire le même boulot que ses parents. Et jusqu'aux années 60, on allait faire le même boulot que ses parents, ou à peu près, ou des petites élévations. C'est en effet les 30 Glorieuses qui permettent à certains d'accéder à un travail d'ouvrier qualifié ou de cadre ou de technicien. Donc c'est vraiment pas c'est un mythe, c'est vraiment un mythe. Ça ne veut pas dire qu'elle était nulle, cette école, ça n'a rien à voir avec ça. Et de toute façon, nous on a vraiment essayé d'être ni dans des jugements, quoi. C'est une histoire, et l'histoire, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire il y a plein de choses à en dire, et on ne peut pas juger comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'en sortir, entre guillemets, il y en a évidemment beaucoup plus maintenant en nombre. Il y a moins de polytechniciens, de gens des grandes écoles qui viennent de milieux ouvriers que dans les années 60, alors qu'il y en a plus qu'on le bac. Donc il y a un vrai barrage, un vrai élitisme. Il y a 10 lycées qui donnent la moitié des élèves des écoles, des grandes écoles, voilà. Donc il y a ces 10 lycées, je connais pas les noms, mais il y en a un qui nomme dans le film. Donc voilà, il y a cette lutte incessante entre une envie de s'engouffrer dès qu'une porte s'ouvre. Il y a les parents qui poussent leurs enfants, les enfants qui y vont, etc. Et des barrages. Voilà. Et après, il y a l'état de la société. C'est plus facile qu'il y ait des cadres et des techniciens quand il y a du boulot, que quand on est... Mais il y a aussi un gâchis monstrueux. Ce que disait Karl sur le numerus clausus ou le nombre d'avocats, etc. C'est-à-dire à partir du moment des années 80 où on ouvre le bac, on ferme. Et on continue à fermer. Parcoursup, ça ferme. On ferme de plus en plus les portes parce qu'il y a de plus en plus d'élèves qui ont titre à y aller. Et du coup, on ferme les portes. Parcoursup, c'est d'une violence incroyable. C'est dire à un jeune de 18 ans, tu n'es pas comme il faut, quoi. Mais il n'a pas commencé qu'on lui dit non, quoi. Voilà, c'est ces outils-là, quand on dit les barrières qui se posent à chaque fois, c'est ça, c'est les barrières. Donc voilà, ce que je peux en dire, c'est ça. Donc il n'y a pas à dire c'était mieux avant. Voilà, c'est une histoire. Mais c'est aussi un contre-récit à travers cette histoire sociale de l'école. C'est-à-dire que c'est vrai que le récit, on parlait des histoires qu'on nous a souvent donné à entendre sur l'école, cette grande critique qui a commencé dans les années 80 et qui continue, la fabrique du crétin, tout ça. Et en même temps, l'histoire de ces gens qui doivent tout à l'école et qui réussissent et qui sert aujourd'hui, je trouve, beaucoup à dire du bien de l'école. On n'arrive pas à dire du bien autrement de l'école qu'en écoutant des gens qui lui doivent énormément et quelque part qui font écran. Au reste, je crois que vous aviez le micro dans la main, Jean-Paul. Je ne sais pas si vous avez renoncé avec ma question ou ma réflexion, mais je pense que vous vouliez prolonger les propos de Françoise Davis. Oui, les transfuges de classe sont utiles s'ils ne servent pas d'alibi, pour que rien ne change. Parce que la méritocratie, alors moi j'ai rien contre le mérite, pour réussir, il faut travailler donc à une forme de mérite personnel, évidemment, mais la méritocratie au sens où certains l'entendent, en fait c'est une fiction, pour que l'on accepte finalement c'est drôle, je ne vous interromps pas du tout, oui. Mais on me repose une question, pourquoi vous ne parlez pas du collège des années 68 qui a permis à des enfants d'ouvriers d'aller en classe prépa ? Oui, non, mais pour dire à quel point... Il y a eu des enfants d'ouvriers qui sont allés en classe prépa, mais c'est comme les poissons volants.
ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Hein. Donc, bien sûr. Et donc, c'était pas mieux avant. Françoise l'a dit. Aujourd'hui, 40% de ceux qui quittent le système éducatif ont un diplôme de l'enseignement supérieur. C'était moitié moins pour ma génération. Donc là-dedans, il y a effectivement des enfants du peuple qui sont parvenus à accéder aux études supérieures. Donc, c'est pas mieux avant. Il y a eu des progrès, mais nous sommes devant un problème qui est insupportable pour notre pays. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nous sommes le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Ça, c'est absolument insupportable. La question qu'on a à se poser entre citoyens, c'est est-ce qu'on peut réparer l'école sans réparer la société ? Prenons un exemple, la mixité sociale. On sait que la mixité sociale et scolaire, c'est absolument indispensable pour que tous les enfants réussissent. Ça ne nuit pas aux meilleurs, c'est très bénéfique pour ceux qui sont un peu en difficulté, la mixité sociale et scolaire. Mais aujourd'hui, vous avez 12% des collégiens, puisqu'on parle du collège, 12% des collégiens qui sont scolarisés dans des collèges où il n'y a que des enfants défavorisés. Edoui Plenel. Et donc... Après. Nous avons laissé se ghettoiser des parties entières de notre territoire. C'est l'ancien inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis qui vous parle. J'étais aussi en Seine-Saint-Denis. Je salue Henriette qui est dans l'amphithéâtre. On a laissé se ghettoiser des parties entières de notre territoire. Et donc, on a des établissements qui sont aussi en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas une population suffisamment hétérogène. Et donc, tant qu'on laissera la possibilité à certains élus de payer une amende pour ne pas avoir leur quota de logements sociaux sur leur territoire, on ne fera pas de mixité sociale et scolaire correcte dans nos établissements. Or, on sait que c'est un levier puissant pour la réussite de tous. Non, je voulais juste dire, faire la publicité du documentaire et du livre, et de vous-même, parce que quand j'ai lu le livre, parce que c'est développé, votre propre regard critique sur l'histoire des ZEP est formidable, parce que vous expliquez comment vous avez été pour, et puis vous en faites le bilan aujourd'hui en montrant que derrière cette idée qui a été vendue sur l'idée on met plus de moyens pour ceux qui en ont le plus besoin, et en fait c'est une idée qui s'est retournée de manière perverse dans une nouvelle forme de ghettoisation et de non-partage. Et moi je trouve vraiment que c'est pour ça que je disais qu'il faut multiplier, bravo aux éditions Nathan d'avoir fait ça, ce débat autour de ce film et de ce livre, parce que là tout d'un coup on peut débattre d'un enjeu politique essentiel, c'est-à-dire dire ce que vous venez de dire, que le grand public n'entend pas. Il le sait, mais on ne l'entend pas dans les médias. On ne l'entend pas à la matinale de France Inter ou le samedi soir. Mais parce qu'il faut écouter France Culture. Même pas à France Culture. Et certainement pas à France Culture, à mon avis, actuellement. Je vais vous indiquer quelques podcasts. Non, je rigole. Non, les podcasts, je parle de la matinale. Je parlais de la matinale. Je ne veux pas me mêler des débats internes. Excusez-moi. Mais dire que nous sommes le pays où actuellement l'origine sociale, parce que ça a été vraiment tous ceux qui ont traité les questions d'éducation, qui ont été la question de la sélection sociale, la littérature là-dessus. Bourdieu a commencé comme ça, transfuge, hein, justement, et salut à Annie Ernaux qui ne se vivait pas comme un alibi. Bon, voilà. Mais donc, je veux dire, tout ça a été au cœur de tous les débats politique sur l'école des années 60, 70, hein, c'est-à-dire cette idée de la reproduction des inégalités sociales par l'école, contrairement à sa promesse émancipatrice. Hein. Et là, aujourd'hui, il faut quand même dire les choses, ça s'est aggravé. Ça n'a pas, même s'il y a tout ce que tu as dit et que tu as décrit sur les potentialités. Et puis, ça s'est aggravé, je le redis, avec un discours quand même idéologique qui est devenu dominant médiatiquement et qui est par rapport à ce que font les enseignants très concrètement, qui est insupportable. Moi, en tant que citoyen, je le ressens comme ça. Voilà, pardon. Annie Ernaux, donc prix Nobel de littérature, écrivaine et enseignante, parce que c'est important aussi, je pense, dans sa vie. Elle n'en parle pas beaucoup, mais elle a enseigné toute sa carrière. J'ai une question que je trouve aussi très intéressante. Est-ce que cela veut dire, donc ce qu'on raconte là actuellement, et puis le contenu du livre et du documentaire, qu'on n'arrivera jamais à faire tomber toutes ces barrières? À chaque fois qu'une tombe, une autre s'élève. Alors est-ce que là c'est moi qui ajoute ça, est-ce qu'on doit être pessimiste? Nous, on fait un film sur l'histoire, hein, on n'est pas là pour dire l'avenir, hein, on n'a pas de boule de cristal. Tout est possible. Voilà, moi je dirais tout est possible. C'est-à-dire on a entre les mains... ce que nous, on a appris de l'histoire et des témoins qu'on a vus, c'est qu'on a entre nos mains
la capacité de faire une vraie école pour tous. Pas parce qu'on sait faire et que c'est faut l'inventer, hein, évidemment qu'il y a des tas de choses à inventer, mais on a la capacité. Et puis, ce qu'on a appris de l'histoire, c'est que la politique et l'histoire avec un grand H déterminent en fait cet outil qu'est l'école. Et donc, du coup, il n'y a pas de réponse qui pourrait se faire qu'à l'école, mais il y a forcément à faire des choses à l'école, enfin, ce qui se fait, et puis il y a aussi à défendre, parce que bon, par exemple, là, c'est pas dans le livre parce que c'est trop tard, mais enfin, les évaluations, par exemple, le système d'évaluation qui se met en place là est dramatique pour même poser la question de la réussite de tous. Puisque par définition, on met en place le tri, et alors tout de suite, et sur, je dirais, l'essence même du gamin, puisque c'est à partir de la maternelle et au CP, etc., où on les évalue. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas pour qu'ils puissent acquérir le maximum de choses, ils apprennent ce qu'ils doivent répondre à l'évaluation. Donc là, il y a, par exemple, c'est inquiétant. Ce qui se passe au lycée professionnel est super inquiétant, parce que s'il n'y a plus d'Estelle dans les lycées professionnels et que c'est remplacé par un patron, je ne suis pas sûre du gain. Du gain pour la société tout entière, hein, pas simplement pour les élèves, quoi. Voilà, donc il y a vraiment, on est un peu au bord du gouffre, mais il y a quand même beaucoup de... Enfin, nous, ce qu'on a appris de l'histoire, c'est qu'il y a du possible, et que surtout l'école est une promesse, et que cette promesse-là, il faut continuer à essayer, il faut arriver à la construire, à la tenir, quoi. C'est plus ça. Donc, mais on avait la même question, hein, quand on a fait Histoire d'une nation sur l'immigration et sur l'amour. L'histoire, elle dit pas l'avenir. L'histoire, elle permet d'avoir des outils pour se dire que ces débats, ils sont à l'œuvre depuis que se construit la nation, pour le coup, même avant sans doute. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est ça, puisque on prend l'idée de nation, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, comme construire quelque chose ensemble. Voilà. Donc, sur ça, à partir du moment où on pose la question de l'égalité, pour être clair, forcément, cette question de l'égalité, elle n'est pas acquise, c'est clair et net. Elle a des hauts et des bas, et plutôt des bas en ce moment, mais voilà, c'est ouvert pour moi, quoi. Mais j'aimerais bien que Jean-Yves puisse parler un peu. Mais avec plaisir. C'est intéressant ce que vous disiez sur la promesse, parce que récemment, une enseignante, ça fait 10 ans que j'anime une émission sur l'éducation, me disait, moi je fais une promesse à mes élèves, et la comparaison avec l'amour est très souvent établie par les élèves et les enseignants, du point de vue de la déception parfois, mais aussi du point de vue de la passion. Voilà, c'est toujours... Mais alors, si Jean-Yves Rochex veut bien venir nous rejoindre, je peux vous laisser ma place et mon micro pour peut-être réagir à ce qui a été dit. Voilà, je préfère que vous soyez assis, c'est plus confortable. Bonjour à tous. Juste pour l'école, c'est une promesse, mais c'est une promesse effective. C'est une promesse qui a des effets. C'est ça qui est important, parce que le débat tout à l'heure sur est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est pas un mythe. D'abord, il y a deux questions différentes. Il y a d'abord le mouvement de démocratisation fait qu'aujourd'hui, on a quand même les enfants de milieu populaire accèdent à des savoirs, à des modes de pensée et à des diplômes auxquels leurs parents, voire leurs aînés, non seulement n'auraient pas pu avoir accès, mais n'imaginaient même pas pouvoir avoir accès. Et ça, c'est extrêmement important. Et le diplôme, c'est quelque chose qui est très... On vous évoquait les écoles d'entreprise, etc. Dans le film, il y a des témoignages comme ça de quelqu'un qui amène son CAP à son père, etc. C'est-à-dire qu'obtenir un diplôme, c'est pas simplement avoir l'espoir d'une position sociale dans une période des Trente Glorieuses où il y avait effectivement de la mobilité sociale plus grande qu'aujourd'hui. C'est aussi acquérir une dignité, une image de soi autre. Et ce mouvement de conquête, de pouvoir de penser, de pouvoir d'agir, de savoir, qui est porté par le fait que les milieux populaires se sont progressivement, ça n'a pas été simple, mais se sont emparés de l'école pour se faire autre que ce qu'ils étaient, autre que ce à quoi ils étaient assignés. Je crois que c'est une formule d'Edoui dans le bouquin sur la République inachevée. Voilà. Eh bien, ce mouvement-là, il est porteur de dignité, il est porteur de sentiments de conquête individuelle et collective
d'une certaine manière, indépendamment de la possibilité inégale, selon les évolutions socio-économiques, de monnayer ces diplômes en position sociale. Et ça, c'est très important. Et si on ne veut pas que les transfuges servent d'alibi, et un certain nombre se défendent de servir d'alibi, Jean-Paul ou Annie Ernaux qui ont été évoqués, il faut aussi écouter les autres. Il faut aussi écouter ce que ça veut dire quand un jeune... Je prends un seul chiffre. Dans les entrants en 6e en 1989 qui ont obtenu un bac technologique, les 3/4, 75%, étaient les premiers de leur lignée à obtenir le baccalauréat. Si on n'entend pas ça, si on n'entend pas ces gens-là, si on n'entend pas les familles de ces gens-là, pour qu'est-ce que ça signifie d'être le premier de sa lignée à obtenir le baccalauréat, alors les transfuges seront des alibis. Donc là, il y a une question de notre responsabilité politique, de la responsabilité des médias. Si les médias ne s'intéressent qu'aux transfuges qui ont fait des grandes écoles, c'est parce que les autres ne les intéressent pas. Voilà. Et pour conclure, pour finir, cette espèce de montée de contradictoire, dynamique, pleine de contradictions, pleine d'aspérités, etc., elle rencontre à chaque fois, ça a été dit, à chaque fois qu'il y a une avancée, il y a des obstacles qui reviennent. Et sur l'enseignement professionnel, c'est quand même caricatural. Je veux dire, Parcoursup, c'est une machine à empêcher les bacheliers professionnels d'accéder à l'enseignement supérieur. Il faut le dire. Et de gêner l'accès à l'enseignement supérieur des bacheliers technologiques. Et aujourd'hui, on a une réforme de l'enseignement professionnel. Ce n'est pas simplement qu'on veut remplacer les enseignants par des représentants des entreprises, c'est qu'on veut restreindre considérablement l'enseignement général dans l'enseignement professionnel. Et Jean-Paul a publié une tribune il y a quelques semaines en disant, voilà, dès qu'on touche à 1 heure de maths dans les disciplines, dans les filières les plus sélectives du lycée, on a des cris d'orfraie. Dès qu'on touche à l'enseignement général, l'enseignement professionnel, ça ne préoccupe pas grand monde. Et donc, c'est des choses comme ça qu'il faut avoir sans cesse à l'esprit pour penser les contradictions et la conflictualité sociale dans l'école, sur l'école, et pour essayer de prolonger ce mouvement contradictoire sur lequel la promesse scolaire n'est pas qu'une promesse ineffective, c'est une promesse qui a des effets sociaux. Voilà. Mais des effets sociaux qui rencontrent des privilèges et des défenses de privilèges, ça c'est clair, comme d'autres promesses qui ont des effets sociaux. Alors, on peut rappeler que vous êtes conseiller scientifique sur ce film universitaire et chercheur, pour ceux qui auraient raté le début, et que c'est pour ça aussi qu'on voulait vous entendre. Je reprends ma place, vous retournez dans le public, mais merci beaucoup Jean-Yves Rochex. J'ai une dernière question peut-être, parce que l'heure tourne, mais je trouve que c'est important de parler des enseignants. On a fait une petite référence à Claude Allègre, qui avait été un ministre pas très sympa, on peut le dire comme ça, avec la profession à travers des formules dont on se souvient, comme celle du mammouth. La bienveillance affichée de l'institution pour les élèves, alors affichée, hein, je reprends la question, ne s'applique pas aux agents de l'éducation nationale. Et c'est vrai qu'on a eu des cas de suicide d'enseignants, que la question de la maltraitance des personnels enseignants a été mise en avant à travers plusieurs ouvrages, je ne vais pas forcément les citer là, ces dernières années, et que c'est une profession qui se sent peut-être un peu déconsidérée. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire de l'école d'une certaine manière. Estelle Brunel, comment vous percevez... Merci pour ce piège. Cette perception. Non, mais c'est intéressant d'avoir aussi. Et puis, bon... Je vais me faire... Vous pouvez aussi non, mais c'est pas facile pour qu'elle réponde, parce que depuis Blanquer, nous, on a eu ce problème-là pour tous les témoins enseignants. C'est difficile de dire son avis. Hein. Il faut avoir beaucoup plus d'autorisation qu'avant, ou des enseignants syndiqués. Ouais. Et puis nous, on a eu une grande difficulté que moi, j'avais jamais eu en filmant à l'école. Hein. Donc, je donne la parole à celle qui est sous la pression. Merci. Non, mais vous pouvez nous parler du ressenti global en salle de classe, si vous voulez pas forcément nous confier vos sentiments personnels. Non, mais la question, elle est vraiment très intéressante, et la remarque, elle est intéressante. Merci Françoise de m'aider à faire cette transition. Effectivement, c'est quelque chose qui se perçoit, qui se ressent dans les salles des professeurs. C'est quelque chose qui
qui s'est peut-être aussi un petit peu accentué avec la période Covid, avec des souvenirs. On se souvient tous du fait qu'on ait été élève. Et donc parfois, le fait d'avoir été élève, on pense connaître l'école. Le fait d'avoir enseigné et remplacé les enseignants pendant la période Covid, on se pense aussi capable de faire ça. Et moi, je voudrais redire à quel point je trouve qu'on ne naît pas prof qu'on le devient et que c'est un véritable métier. Et c'est un métier pour lequel il faut qu'on soit formé, c'est un métier pour lequel il faut qu'on soit accompagné avec bienveillance, évidemment. Et c'est un métier. Et c'est un métier, voilà. Et donc, c'est un métier que je veux qu'on redécouvre, que je veux qu'on valorise et surtout qu'on soit davantage reconnaissant envers ces enseignants qui passent un temps fou. J'accueillais hier des néo-contractuels, c'est-à-dire des personnels qui viennent d'être recrutés comme contractuels dans l'éducation nationale. Et ils me disent ne pas dormir depuis des semaines, depuis leur rentrée. Et voilà, j'ai envie de les accompagner du mieux que je peux en tant que formatrice, mais j'ai aussi envie de leur dire merci d'être là auprès de nos élèves pour essayer d'assurer des missions qui sont des missions émancipatrices, on l'a déjà dit, porteurs de beaucoup de valeurs et pour lesquelles il faut aussi que l'aide, elle vienne un petit peu de l'extérieur pour qu'on se sente encore plus accompagné et mieux dans notre métier. Merci beaucoup, merci à tous. Je pense que la conversation va se prolonger hors de ce plateau, même si le temps s'est écoulé. J'avais une question sur la coéducation, le rapport parents et enseignants. Alors, je tiens à dire que sur lea.fr, il y a une autre table ronde qui est disponible sur ce sujet. On en a même fait 2 sur la coéducation. Donc, je pense qu'elle est disponible. Si vous avez raté le début de cet entretien, vous pouvez le revoir sur lea.fr. Si vous voulez lire ce livre absolument passionnant, Grandes et petites histoires de l'école, on n'a absolument pas du tout dit là. C'est publié donc chez Nathan, est déjà disponible en librairie. Moi, j'ai trouvé que c'était une lecture qui donnait beaucoup d'idées et que qui n'était pas du tout sombre en aucun cas. Et si on ne trouve pas de réponse, on peut quand même se dire que il y a des choses, comme vous l'avez dit, Françoise Davis, dans l'histoire et beaucoup de ressources. Le documentaire est à voir sur France 2 et c'est mardi le 18 octobre. Retenez bien cette date. Je crois qu'il y a même des replays dans le service public pour la télévision comme pour la radio. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Et merci à vous, surtout.